Et en introduction, je voulais rappeler le fait que ça vous l'avez bien vu, il y a de nombreux acteurs qui sont concernés par ces incendies et qui déploient des actions. Et généralement, ça ne se fait pas tout seul. Il y a un pilote et puis les autres acteurs du territoire contribuent à chacune de ces actions. Donc c'est notre rôle aussi. Dans les actions que je vais vous présenter, on est des fois pilote, mais souvent on accompagne d'autres acteurs qui mènent ces actions-là. Donc parmi les actions qu'on menait déjà avant 2025, il y avait des actions en faveur de la biodiversité, mais qui contribuent à limiter le risque incendie. Je vais revenir dessus. Les OLD qui ont été un peu évoqués déjà aujourd'hui, on est responsable de la mise en œuvre de ces OLD sur certains sites. Et puis des actions de médiation pédagogique et culturelle qui sont parfois en lien avec la question des incendies. Et avant tout, je voulais faire un petit laïus sur l'écologie de ces milieux. Bon, ça a été beaucoup évoqué tout à l'heure, déjà par les précédentes présentations, mais là c'est sous la forme d'un schéma pour rappeler la dynamique naturelle de la végétation dans ces milieux méditerranéens secs, où le stade pelouse est un stade de végétation donc dominé par les herbacées qui est hérité des activités humaines qui sont sur plusieurs millénaires de pastoralisme et de défrichement des corbières qui, à la préhistoire avant le néolithique, était couvert de chênaies vertes, qui est le dernier stade, le stade stable de cette végétation méditerranéenne. Et donc, comme on l'a bien vu sur les photos qui ont été présentées, qui ont un siècle, en gros, les cartes postales anciennes, il y a un siècle, on était au pic de la déforestation dans les corbières, avec la pelouse qui dominait beaucoup. Et en un siècle, on n'est pas arrivé à la chênaie verte, mais on arrive dans beaucoup d'endroits à des stades de pelouse ou de jeunes forêts dominées par la pinède. Mais c'est des stades qui peuvent revenir à la pelouse quand il y a défrichage, coupe, incendie. Je voulais aussi parler de la pelouse qui a un intérêt écologique important. Il y a notamment une diversité spécifique dans ces milieux-là. Et ces milieux-là ont grandement régressé du fait de cette dynamique naturelle de la végétation sur le dernier siècle. Donc dans notre rôle d'animateur Natura 2000 sur des sites Natura 2000 où l'enjeu écologique défini au niveau européen, c'est justement cette pelouse sèche et toutes les espèces qui sont liées à ces milieux, on mène des actions en faveur de la pelouse. Et ça se traduit souvent par la coupe de pin d'Alep ou du débroussaillage. Là, les photos pour illustrer, c'est sur le plateau de Leucate. Alors, on organise ça de différentes manières. Soit là, c'est des lycéens qui viennent apprendre le maniement de la tronçonneuse, ou en bas, des bénévoles qui viennent aider à maintenir ces pelouses et ces milieux ouverts. Donc, ça concerne des petites superficies qu'on cible bien en fonction de l'enjeu écologique. Mais ça contribue, à proximité des villages de Leucate, Leucate-Plage, La Franquie, à limiter le risque incendie dans certains secteurs. Ça se fait ailleurs dans d'autres massifs aussi. Une opération qu'on a lancée depuis 2020 qui s'appelle l'opération Pin d'Alep de Noël, vous connaissez sûrement pour un certain nombre d'entre vous, avec les communes volontaires, où là aussi on coupe des pins d'Alep dans les zones de pelouse identifiées et on les distribue aux habitants. Ils sont aussi utilisés dans les espaces publics à Noël. Le redéploiement pastoral est à l'ordre du jour dans les points qui arrivent, mais ce sont des actions qu'on soutient depuis toujours. Là, c'est un exemple de troupe, c'était en 2005, mais on accompagne ce type de projet partout sur le territoire, mais en particulier aussi dans les massifs, dans l'objectif d'entretenir ces milieux, mais aussi de redonner la vie à cette économie-là. Alors là, on passe aux obligations légales de débroussaillement. Ça, c'est sur l'île de Sainte-Lucie. C'est une réserve naturelle régionale dont on est gestionnaire. Donc là, c'est nous qui sommes chargés de mettre en place ces OLD. Et là, il y a aussi des enjeux biodiversité et paysage, puisque c'est un site qui est très fréquenté, qui a un intérêt écologique, d'où son statut de réserve naturelle régionale. Donc là, on a pris en compte le paysage et la biodiversité quand on a défini la mise en œuvre des EOLD pour qu'il y ait aussi la préservation de ces enjeux-là. Et puis des actions de médiation auprès de différents publics. Celui-là, c'était sur le thème des incendies avec l'abbaye de Fontfroide, avec des scolaires de Montserrat et de Bizanet et une résidence d'artistes co-visuels. Je passe un peu vite parce que je crois qu'on est un peu pressé. Hein. Je la passe. Alors je passe sur cette diapo.
Bon, puis voilà, il y a eu les incendies de l'été 2025. Je ne reviens pas dans le détail. On les a bien vus sur différentes cartes. En revoici une. Celle-là, c'était juste pour vous donner les statistiques. Concernant le parc, c'est 6% de son territoire tout de même qui a brûlé cet été. Et ça concerne 10 de ces 25 communes, enfin prochainement 25 communes du territoire du parc. Donc ça, plus le fait qu'on va avoir une nouvelle charte sur le territoire du parc, dont parlera Tiffaine tout à l'heure, ça explique l'amplification des actions qu'on va être amené à mener ou à accompagner sur cette thématique des incendies. Sur la question de la biodiversité, du redéploiement pastoral toujours, mais aussi avec la question des paysages, et relancer des actions de médiation culturelle, artistique. Et après, on vous parlera de la nouvelle charte du parc. Concernant la biodiversité, on va accompagner un programme porté par plusieurs laboratoires qui a été lancé il y a juste un an, juste avant les incendies. Et du coup, ces chercheurs, notamment le CFCNRS à Montpellier, dont l'un des membres est dans notre conseil scientifique du parc naturel. Donc ce programme-là a pour objectif d'évaluer la vulnérabilité écologique des forêts face aux incendies. Et ils étudient un certain nombre de sites dans le monde entier. Donc l'entrée, c'est vulnérabilité écologique, donc l'impact sur la biodiversité. Et parmi les différentes actions, différents moyens d'étude, ils vont placer, comme vous voyez sur la photo de droite, des capteurs bioacoustiques pour enregistrer les sons de la nature. Et à partir de ces enregistrements, lister les nombres d'espèces, la densité, les périodes de présence et tout ça. Et donc là, ils vont le faire sur le feu de Ribot, donc à la fois sur les deux PNR. C'est un programme auquel les deux PNR sont associés. Et sur la Narbonnaise, on va aussi acquérir d'autres enregistreurs pour pouvoir déployer ces protocoles d'études sur les autres zones incendiées, pas uniquement le feu de Ribot, mais aussi les autres dont on a parlé. Concernant la qualité d'eau, donc là aussi on fait des suivis. Non, alors pardon, c'est pas nous qui faisons les suivis. Il existe déjà un certain nombre de suivis faits sur les rivières par le département, notamment sur les lagunes par l'Ifremer. Et dans le cadre d'un travail partenarial avec ces structures, il va y avoir des analyses complémentaires qui vont être réalisées, notamment sur certaines molécules telles que les hydrocarbures et les PFAS, et sur des cours d'eau sur lesquels il n'y avait pas autant d'analyses que le permettrait ce type de suivi. Ça fait un peu liste à l'après-vert, hein, je suis désolée, mais il faut qu'on aille un peu vite. Les plans de massifs, donc ça a été évoqué déjà par la DDTM notamment. Il y a 2 plans de massifs qui concernent le territoire du parc et qui sont en cours de rédaction. Celui du massif de la Clappe porté par le Grand Narbonne. Et là, donc, on accompagne cette démarche notamment pour la prise en compte des enjeux biodiversité et paysage sur le massif de la Clappe où ces enjeux-là sont importants, enfin particulièrement importants. Et le massif du Saint-Victor, c'est Noémie qui en parlera, mais c'est un coportage, cette fois-ci par les 2 PNR. Le redéploiement pastoral, ce sont des projets qu'on accompagne aussi, notamment dans le cadre de ce label international défini par les Nations Unies, je crois bien, de Année internationale des parcours et du pastoralisme en 2026. Donc là, on accompagne des projets portés par Graines Équitables et par le BioCivam pour redéployer le pastoralisme dans ces massifs et attendre aussi vers plus de résilience alimentaire dans le département. Alors on passe sur la thématique paysage. Donc là, on a un outil de suivi des paysages qu'on a depuis 2005, qui s'appelle un observatoire photographique du paysage, qui est constitué de 75 points de vue qu'on reconduit régulièrement. Donc ça, c'est un outil pour sensibiliser, montrer l'évolution de la végétation et des paysages en général, de la végétation suite à un incendie notamment. Là, c'est l'incendie de 2008 dans le sud du massif de Fontfroide. Et donc là, en 2025, on a fait les reconductions des photos des sites qui avaient été impactés par les incendies de l'été dernier. Ici, toujours à Fontfroide, mais cette fois dans le nord du massif, à proximité de l'abbaye. Sur la thématique du paysage, l'un des enjeux aussi, ça va être d'accompagner la mise en œuvre des OLD. Cette photo, c'est un contre-exemple.
d'une OLD qui a été mise en œuvre de manière un peu radicale, si on peut dire, où il n'y a pas de prise en compte pas de volonté de faire en sorte que cette OLD ait une intégration paysagère, qu'elle soit efficace et de qualité paysagère en tout cas, avec des limites nettes, où là il y a plus que du girobroyage, mais aussi du terrassement finalement pour que l'entretien soit plus facile. Mais on voit, comme vous avez vu tout à l'heure sur la photo à Sainte-Lucie, où on peut conserver de la végétation aussi, on peut traiter les franges de manière plus progressive et moins régulière. Alors, ça c'est une photo à Villesèque-des-Corbières. J'ai choisi celle-ci pour vous parler d'un autre enjeu que sont les vestiges archéologiques et le petit patrimoine bâti qui est révélé par ces incendies. Donc ici, on voit surtout des terrasses, mais il y a d'autres types de vestiges qui peuvent être mis au jour par les incendies. Et donc il y a des programmes qui sont lancés par la DRAC et par le CNRS pour faire de la prospection, à la fois pour mieux connaître ces vestiges, et aussi pour faire connaître les vestiges qui sont potentiellement menacés par des travaux de coupe forestière. Alors un volet important et un levier d'action important pour la prévention et la protection des populations, c'est donc une meilleure prise en compte de ces enjeux dans les documents d'urbanisme, dans les SCOT et dans les PLU, puisque c'est des questions d'aménagement du territoire au final. Donc ça c'est l'exemple de la commune d'Armissant qui démarre justement la révision de son PLU. Et donc là il va y avoir cet enjeu-là à prendre en compte dans le PLU. Et donc le parc peut accompagner les communes dans la traduction dans les zonages et dans les règlements de ces enjeux. Avec les différents outils du PLU. Je n'ai pas encore d'exemple vertueux à vous montrer parce que ça c'est un travail qu'on va mener justement d'aller voir, d'aller trouver des bons exemples pour aider les communes d'ici à les prendre en compte. C'est ma dernière diapo, après je passe la parole. Alors là on passe dans le domaine culturel et artistique et aussi projet pédagogique. Le spectacle Cessez-le-feu a été monté par un collectif d'artistes à Saint-Laurent-de-la-Cabreris qui avait la volonté de donner la parole aux habitants et de partager les ressentis qu'ils ont eus pour les aider à guérir, ce sont leurs mots. Et donc ce spectacle a été joué fin janvier et donc les deux PNR ont choisi de soutenir cette initiative et de leur permettre de jouer d'autres fois, au moins dans 2 autres communes, notamment à Villesèque-des-Corbières. Et pour l'année prochaine, donc on a, d'un point de vue pédagogique, comme parlait l'intervenante précédente, la volonté aussi et le choix de soutenir des projets, de créer même des projets pédagogiques à destination des collèges et des lycées et d'aider les communes, pardon, pas les communes cette fois-ci, mais les écoles, les enseignants à disposer de projets pédagogiques type à déployer dans leur classe. Et donc, pardon, juste un petit point complémentaire du coup par rapport à l'action que l'on mène au sein du parc sur la question des incendies. Elle est à resituer dans le cadre aussi d'un projet de territoire. Hein, ce qui nous légitime en termes d'intervention, c'est notre charte de parc naturel régional. Ce sont des documents que l'on remet un peu sur l'établi tous les 15 ans pour renouveler notre label. On est dans cette étape-là au sein du PNR de la Narbonnaise depuis quelques années. Donc c'est un travail qui a démarré en 2022-2023 pour établir le projet de territoire pour la période 2027-2042 et la question des risques et du risque incendie, de l'adaptation au changement climatique sont des éléments qui sont vraiment au cœur du projet de charte 2027-2042. Avec la question de l'adaptation au changement climatique qui est vraiment un fil rouge conducteur de ce projet de territoire. Enfin, on l'a vu, les enjeux, ils ont été présentés, donc ils ressortent forcément dans cette feuille de route. Et l'approche sur la question des incendies, elle est du coup plurielle, comme l'a présenté Fanchon. Hein, on a plusieurs briques, la question du paysage, je ne vais pas vous citer tous les mots-clés, hein, de la prise en compte de la biodiversité. Donc c'est comme ça que l'on a construit notre programmation 2026 sur ce sujet.
Et la volonté sur les 3 années à venir, ça va être de construire, alors du coup, je ne sais pas où est la petite diapo, merci. De construire un programme transversal face au feu qui sera une priorité, hein, ça a déjà été demandé par nos élus, pour qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice de la construction d'un territoire résilient vis-à-vis de ce risque, avec des entrées qui sont liées évidemment à la question de l'acculturation au risque. J'ai entendu de la mémoire du feu, vous mentionnez en début d'intervention, et en mobilisant les expertises thématiques qui sont les nôtres à travers la biodiversité, le paysage, la qualité de l'eau, notre contribution aux réflexions sur les questions de gestion et de partage de la ressource en eau, la médiation culturelle et scientifique qui est aussi un des éléments que du coup on souhaite pouvoir apporter avec cette approche aussi de l'expérimentation et de la prospective. On a un conseil scientifique et de prospective, Fanchon en a parlé, c'est voilà, un pool de scientifiques sur lesquels on peut s'adosser pour continuer à travailler sur ces sujets. Et surtout, la valeur ajoutée, il faut qu'elle soit dans la complémentarité avec ce qui est déjà mis en œuvre par d'autres acteurs. C'est pour ça qu'on s'est aussi donné le temps de réfléchir à comment construire ce projet pour qu'on ait une vraie valeur ajoutée par rapport à voilà, ce qui est déjà déployé par l'ensemble des autres acteurs. Donc ce qui est clair, c'est que c'est plutôt on va avoir une montée en puissance sur la question de cet enjeu-là à travers les prismes qui pourront être les nôtres en termes de valeur ajoutée et de complémentarité avec nos voisins, notamment du parc des Corbières-Fenouillades. Noémie, je te laisse la parole. Donc bonjour, donc effectivement, faut changer la présentation. Je vais vous présenter les actions du PNR Corbières-Fenouillades en termes de risque incendie, puisque c'est une thématique qui est déjà inscrite dans la charte, donc qui a été signée en 2021. Donc c'est une thématique sur laquelle on s'investit depuis plusieurs années, notamment au travers de 3 actions, et puis aux incendies de 2025, on rajoute un suivi en post-incendie. La première action, donc, c'est le projet Sudoé, donc il y a un projet européen sur lequel on s'est inscrit avec le Conseil département de l'Aude et la Chambre d'agriculture, donc qui regroupe 14 bénéficiaires à l'échelle européenne, en France, en Espagne et au Portugal. Les objectifs de ce projet sont d'améliorer la connaissance sur le comportement des incendies de forêt et de tester des solutions innovantes sur nos territoires pour les transférer à d'autres territoires similaires, et également de former et informer la population. Donc la méthodologie qui a été appliquée, c'est le lancement en 2024 d'un appel à initiative qui a permis de recenser un grand nombre d'idées qui étaient déjà émergentes. Donc quel que soit le stade d'émergence, on a tout récupéré pour mettre tout en lien et voir comment tout cela pouvait se répondre à l'échelle de notre territoire. On a classé toutes ces réponses en 7 actions. Donc je ne vais pas tout développer aujourd'hui pour des questions de timing. La première que je vous propose d'aborder, c'est donc un soutien sur l'aspect pastoralisme, avec l'accompagnement d'un groupement d'éleveurs dans leur parcours de transhumance hivernale, puisque ces éleveurs sont déjà actifs depuis plusieurs années, mais ont identifié un besoin de renforcer leur parcours pour avoir davantage de surface à pâturer qui puissent répondre aux besoins de leurs troupeaux. Mais c'est des démarches qui sont très compliquées. Le foncier est une grande thématique en matière de gestion du risque incendie et d'agriculture aujourd'hui. Donc on a pu accompagner ce groupement d'éleveurs pour identifier les propriétaires des parcelles qu'ils avaient, eux, pré-ciblées, passer des contrats avec eux, mener des travaux d'ouverture mécanique sur ces parcelles qui permettront ensuite à ces éleveurs d'amener leurs troupeaux pour un entretien plus pérenne, via du pâturage. Il y a toute la question aussi de la constitution de ce collectif, puisqu'il y a des réglementations liées au mélange des troupeaux, etc. La deuxième action, c'est la valorisation de rémanents de débroussaillage en parcelles viticoles. On en a déjà beaucoup parlé sur le territoire, le contexte de déprise agricole qui touche en partie, qui touche le monde viticole. Donc là, l'objectif de cette action, c'était de pouvoir réutiliser de la matière organique qui nous embête, je vais dire d'un point de vue défense incendie, et de pouvoir le valoriser donc sur les parcelles viticoles qui sont encore utilisées actuellement. Donc avec 2 modalités, soit l'utilisation en compost, soit l'utilisation en paillage, donc pour le côté amendement organique et pour le côté rétention de l'eau dans les sols.
Une cinquième action qui se veut beaucoup plus innovante, c'est un projet sur des clôtures virtuelles dans le but de faciliter donc, le travail des éleveurs en supprimant notamment toute l'action de pose et dépose des clôtures qui est très chronophage et très technique en fonction de nos terrains. Donc là, le but, c'est de pouvoir adapter une technologie qui existe déjà mais qui n'est pas forcément adaptée à nos territoires et à nos modes d'élevage pour proposer une solution low-tech avec un équipement qui soit plus résistant et plus adapté qu'on puisse déployer sur l'ensemble des troupeaux. Encore une autre action, donc c'est l'aide à la création et développement d'une CUMA DFCI, donc CUMA qui est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc c'est une forme de coopérative qui n'existe pas actuellement sur notre territoire, mais qui permet en fait de regrouper plusieurs agriculteurs pour l'achat de matériel ou la rémunération d'un employé pour mener des actions. Et ici, il s'agirait de dédier cette coopérative à la défense des forêts contre l'incendie. Et donc la dernière action de ce programme Sud-Ouest, c'est la constitution d'une cellule d'accompagnement pastoral qui permettrait en fait de faire perdurer ce projet, donc qui se termine fin 2026, sur les prochaines années, en se demandant quelles sont aujourd'hui les politiques, sources de financement, etc., qu'on peut mettre en lien avec les besoins actuels et comment on se projette également dans le futur sous le regard du changement climatique. Je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà pas mal abordé cet après-midi. Et en termes de sensibilisation des populations, donc on s'appuie sur des animations et des programmations qui existent déjà à l'échelle nationale, mais dont on vient apporter cet aspect de prise en compte du risque incendie dans la manière dont on considère déjà nos territoires. On s'appuie notamment sur le festival Nuit des Forêts, donc qui est une programmation à l'échelle nationale de sensibilisation du public aux espaces forestiers. On en a parlé aussi juste avant, l'année internationale du pastoralisme, donc qui est une très belle occasion de pouvoir informer le grand public sur le lien entre le pastoralisme et la défense incendie. Et le redéploiement encore en 2026 donc, d'une action qui a été menée l'an dernier sur la mémoire du feu et qui fait écho, on en a parlé également, à ce spectacle Cessez-le-feu de la compagnie Tintalada, donc qui s'appuie sur la mémoire des personnes qui ont été directement impactées, notamment par le feu de Ribaute pour ce cas ici, pour faire perdurer donc, cette mémoire du feu et la culture du risque. Et on crée aussi notamment donc toute une panoplie de supports d'information. Très bien. Donc l'an dernier, on a déployé des petites cartes au format carte de visite qui présentent les QR codes qui ramènent sur les sites des préfectures. Ça a été présenté par M. Piolin en tout début. Donc sur le dispositif de fermeture des massifs en période estivale, qui est assez mal connu du grand public et souvent ne savent pas où trouver cette information. Mais voilà, donc le but, c'est de faire en sorte que le public soit lui-même acteur de sa protection et qui ne repose pas forcément sur les dispositifs existants, mais voilà, qui prennent vraiment en main cette question-là. Les plans massifs des FCI. Donc, ce sont des déclinaisons du plan départemental qui a aussi été présenté en début d'après-midi. Le but étant de décliner cette stratégie à une échelle plus fine, donc d'un massif en particulier, pour avoir une stratégie collective du territoire. Ces documents se divisent en deux parties. Une première partie de diagnostic et de bilan qui fait état de l'ensemble des aménagements qu'on peut avoir à l'échelle de ce massif en termes de pistes des FCI, de points d'accès à l'eau, de coupures de combustible et qui fait des propositions pour les 10 ans à venir. Donc le parc Corbière-Fenouillade, on est déjà investi sur plusieurs massifs, donc côté Pyrénées-Orientales et puis côté Audois sur le massif Corbière central. Et puis, suite aux incendies 2025, les 12 communes qui font partie du massif Saint-Victor, légèrement plus au nord, par rapport au territoire du parc, nous ont sollicité donc, pour porter le même type d'études sur leur territoire, qui en plus a été fortement touché par l'incendie, puisque plus de 50% du territoire a été brûlé. Et donc, on l'a évoqué, il y a un coportage de ce projet avec le territoire de la Narbonnaise, puisqu'il y a également des communes de leur périmètre qui ont été touchées. Pour la médiation incendie, donc c'est un ensemble de personnes qu'on emploie sur les mois de juillet et août dans le cadre d'un dispositif qui est mis en place par la région Occitanie et donc sur lequel on a d'autres structures qui viennent intervenir. Mais donc le but, c'est d'avoir des personnes qui viennent amener cette information au grand public, que ce soit le grand public local ou touristique, qui lui n'a pas forcément connaissance
du risque incendie qu'on peut avoir sur le territoire, mais surtout des bons comportements à tenir et de la réglementation. Donc ces médiateurs, ils sont présents sur l'ensemble du territoire du parc, de manière plus ou moins appuyée en fonction de l'enjeu et de la fréquentation qu'on attend sur les sites. Donc ils peuvent être de type site naturel, site culturel. Ils sont également présents dans les villages, les campings, sur les événements locaux. Tout ça dans le but de croiser le maximum de personnes et de diffuser donc, les supports que j'ai déjà présentés juste avant. Donc ces médiateurs, ils amènent de l'information sur le territoire, mais ils nous en ramènent aussi, nous, aux structures donc, porteuses de ce dispositif, pour mieux connaître aussi ces personnes qui viennent chez nous, savoir où ils en sont dans leur connaissance du risque et de la réglementation, qui permet ensuite d'améliorer le dispositif dans les années à venir. Ce qu'on constate, c'est que la très très grande majorité du public n'est pas ou peu au fait de tous ces aspects de réglementation et de bon comportement, donc qui nous conforte dans l'idée de maintenir ce dispositif dans les prochaines années. Et sur le post-incendie, donc, je vais me permettre de passer très rapidement, mais qui est donc l'incendie Ribaud 2025, qui a touché des zones d'intérêt d'un point de vue environnemental, donc avec des zones Natura 2000, des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, des espaces naturels sensibles, des zonages de plans naturels d'action. Et donc la réponse des parcs naturels régionaux, c'est de pouvoir lancer des suivis naturalistes donc, qui vont permettre de voir la manière dont la faune, notamment la faune, vont revenir sur ces territoires impactés dans les prochaines années, avec un focus donc, sur l'avifaune et sur les cortèges d'espèces proies pour l'avifaune, notamment les orthoptères et les reptiles. Donc c'est un suivi qui se fera sous forme de points d'écoute sur les zones incendiées, en se basant sur les points d'écoute historiques qui sont déjà réalisés depuis plusieurs années et en créant également de nouveaux points. Et donc ensuite sur le suivi de ces proies d'oiseaux, on se calerait également sur ces points historiques pour faire les suivis. Donc je ne développe pas plus puisque franchement on a parlé aussi, mais voilà, donc c'est des projets qui sont menés avec le CNRS. Donc voilà, tout l'aspect scientifique et recherche qui vient nous appuyer là-dessus. Et puis, encore une fois, un aspect aussi de communication et de sensibilisation du grand public pour faire connaître les impacts d'un incendie sur la biodiversité, donc à court, moyen, long terme, en fonction également de tous ces résultats qu'on pourra avoir au fur et à mesure des études. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vois, on va prendre une question, effectivement. Merci. Bon, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais j'avoue que là, on nous présente plein de choses. On nous parle de l'augmentation des températures, on nous parle des risques d'incendie qui vont se faire de plus en plus, on nous parle des problèmes d'eau. Moi, je regarde tout ça, mais je vois rien de concret, en fait. Je vois que des cataplasmes sur des jambes de bois. Il n'y a rien qui se passe, en fait. On ne parle pas de reboisement, on ne parle pas d'accès à l'eau, on ne parle pas d'aide à la viticulture, on ne parle pas de zone coupe-feu, on ne parle pas de tout ça. En fait, on parle d'études, il y a plein d'études, il y a trois bergers sur tout le département. Enfin, c'est misérable, en fait, la réponse qu'on nous donne par rapport à ce qui se passe, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je trouve ça assez déplorable, quand même. Merci bien, merci. Donc, qui veut répondre? Oui. Oui, voilà. Alors, seulement un élément de réponse. Ce qu'on a présenté là, ce n'est pas toutes les solutions, c'est celles sur lesquelles on intervient. Et il y a énormément d'acteurs qui ont chacun leur responsabilité et les types d'actions qu'ils portent. Par exemple, ce n'est pas les parcs qui font des coupures des FCI et des aménagements de ce type-là. Donc, je ne vous ai pas présenté. Par contre, c'est dans les plans de massifs sur lesquels on intervient qu'ils sont définis avec les acteurs compétents, ONF, DIFS, etc. Donc, il y a d'autres
d'autres actions qui vont peut-être être présentées après ou pas aujourd'hui, mais qui vont se faire quand même et qui sont portées par d'autres acteurs, notamment le département, les intercommunalités qui ont un rôle important à jouer aussi. La Chambre d'agriculture sur l'accompagnement de projets agricoles, viticoles. Enfin bref, il faut mettre tout le monde autour de la table, chacun apporte sa contribution. Au regard de ses moyens aussi. Hein. Merci beaucoup.